Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTC-MCO. Bienvenue dans cette vidéo où on va faire un quiz de révision sur la culture juridique pour préparer votre examen qui arrive très bientôt en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne parce qu'il y a d'autres vidéos de quiz et de préparation. Et si ça vous intéresse, le premier lien que vous avez en description vous permet d'avoir accès à mon programme de 600 fiches de révision pour préparer votre examen. On commence tout de suite par la première question. Alors première question, quels sont les critères de validité d'une clause de mobilité? Alors il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit inscrite dans le contrat de travail? Elle doit être utilisée à tout moment par l'entreprise. Elle peut définir une nouvelle grille de rémunération. Elle peut s'appliquer à un secteur géographique prédéfini. Elle doit être avertie suffisamment de temps à l'avance. Et est-ce qu'il faut avoir l'accord du salarié pour mettre en place cette clause? Alors n'hésitez pas à mettre pause, bien entendu, si vous voulez avoir plus de temps. Donc on va regarder les bonnes réponses pour qu'une clause de mobilité soit valable. Et donc ça, c'est un exercice typique que vous pouvez avoir en problème de droit. On va vous mettre en annexe une clause de mobilité et vous allez devoir dire est-ce que c'est valable ou non. Pour que la clause de mobilité soit valable, il faut qu'elle soit déjà inscrite dans le contrat de travail. Il faut aussi qu'elle s'applique à un secteur géographique prédéfini. On ne peut pas dire vous êtes mobile de partout. Il faut préciser est-ce que c'est une mobilité géographique départementale, régionale ou nationale par exemple. Donc on va prédéfinir dans le contrat l'étendue du secteur de mobilité. Et ensuite, il faut bien sûr être averti suffisamment de temps à l'avance pour qu'elle soit valable. On ne peut pas dire demain tu vas dans un nouveau magasin définitivement. Il faut peut-être organiser un déménagement, il faut que le salarié puisse s'organiser avec sa vie privée et puis sa vie professionnelle quand même. Donc il faut faire attention, il faut que ce soit averti suffisamment de temps à l'avance. Pour la clause de mobilité, on n'a pas besoin d'avoir l'accord du salarié puisque à partir du moment où c'est inscrit dans le contrat de travail, en théorie il ne peut pas dire non. Après, il peut y avoir bien sûr des arrangements, mais ça regarde que l'employeur et l'employé lui-même. Deuxième question, quels sont les principaux devoirs des salariés? Organiser son emploi du temps, effectuer correctement le travail, se former dans les formations proposées, ne pas faire acte de concurrence, se consacrer uniquement à l'entreprise pendant son temps de travail, respecter le règlement intérieur et utiliser son pouvoir syndical. Alors là, on parle bien des devoirs du salarié. Alors, les bonnes réponses sont les suivantes. Donc là, il y en a 5. D'abord, il a le devoir d'effectuer son travail correctement. Il est payé pour faire une certaine tâche, elle doit être bien faite. Il a le devoir de se former, c'est ce qu'on appelle le devoir d'employabilité de l'employeur. Donc l'employeur a le devoir d'en proposer, mais le salarié a le devoir de les accepter aussi, de se former sur les formations qu'on va lui proposer. Ensuite, il a le devoir de ne pas faire acte de concurrence. Quand il est au travail, il doit effectuer son travail et se consacrer du coup uniquement à l'entreprise pendant son temps de travail et ne pas développer une activité concurrente directe avec l'entreprise. Il peut avoir une activité entrepreneuriale à côté. Il ne faut pas qu'elle fasse acte de concurrence, surtout s'il y a une clause de non-concurrence dans son contrat de travail. Et enfin, il y a respecter le règlement intérieur. Ça, c'est un devoir. Il y a un règlement avec des articles à l'intérieur sur différents sujets. Ça peut être les retards, les congés, la discipline, le respect de la vie privée, etc. Donc il y a plein de règles à l'intérieur, il faut le respecter. Et donc organiser son emploi du temps, c'est le devoir de l'employeur, celui-là, ou du manager. Et utiliser son pouvoir syndical, c'est pas un devoir, mais c'est un droit du salarié. Troisième question, quelles sont les personnes qui ne peuvent pas exercer le statut de commerçant? Donc il y a plusieurs statuts en France, salariés, indépendants, donc les commerçants, et les professions libérales. Et il y a aussi le statut des fonctionnaires. Donc là, on va voir uniquement sur les commerçants, lesquels ne peuvent pas exercer le statut de commerçant. Donc il y a les mineurs, les majeurs, les personnes sous tutelle, les incapables majeurs, les professions libérales ou les fonctionnaires. Donc il y a plusieurs réponses qui sont possibles à cette question. Alors les bonnes réponses sont les suivantes. Les mineurs n'ont pas le droit d'être commerçants, c'est pour les protéger de l'escroquerie notamment. Les personnes qui sont sous tutelle, donc qui sont incapables de prendre des décisions,
parce que lié à leur état soit mental, psychique ou fonctionnel par exemple. C'est pour éviter, pareil comme pour les mineurs, de se faire escroquer par des personnes qui seraient enclins à vouloir les arnaquer, et les incapables majeurs, dont notamment toutes les personnes qui sont condamnées pour escroquerie, etc., n'ont plus le droit de devenir commerçants, dans la même logique d'éviter d'escroquer de nouveaux clients. Quatrième question, quels sont les 4 principaux moyens de formation des salariés? Donc la validation des acquis par l'expérience, l'auto-formation, le contrat d'alternance, le congé individuel de formation, le plan de formation, l'e-learning ou le compte personnel de formation. Donc parmi ces propositions, il y en a 4 qui sont des moyens de formation mis à disposition des salariés. Alors les bonnes réponses sont les suivantes. Il y a la VAE, donc la validation des acquis par l'expérience. Il y a le CIF, donc le congé individuel de formation. Il y a le plan de formation qui regroupe l'ensemble des formations qui vont être proposées pendant l'année par l'entreprise. Et enfin, il y a le CPF, donc le compte personnel de formation. 5e question, donc il y a 2 questions en une. Est-ce que la modification des conditions de travail nécessite l'accord du salarié? Donc oui ou non. Et est-ce que la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié? Donc même question. Là, on est dans le cadre des modifications des conditions de travail, et de l'autre, c'est du contrat de travail. Alors les bonnes réponses sont les suivantes. Donc non, pour les modifications des conditions de travail, donc par exemple les horaires ou autres, on n'est pas obligé d'avoir l'accord du salarié pour les modifier. Donc si demain par exemple on veut décaler d'une heure l'heure d'ouverture du magasin, donc potentiellement l'heure de début des salariés, on peut le faire, on n'a pas besoin d'avoir l'accord du salarié. Par contre, si ça concerne les termes du contrat de travail comme le niveau de rémunération ou le niveau de responsabilité, l'échelon par exemple qui est souvent indiqué, les avantages en nature aussi qui sont spécifiques au contrat, là on a besoin d'avoir l'accord du salarié, c'est ce qu'on appelle un accord bilatéral. Il faut qu'il y ait l'employeur et le salarié qui soient d'accord tous les deux. 6e question, quelle forme de rupture de contrat est liée aux difficultés de l'entreprise? Est-ce que c'est la démission, le licenciement pour faute grave, le licenciement pour insuffisance professionnelle, le licenciement économique ou la rupture conventionnelle? Donc il y a une seule bonne réponse. Alors la bonne réponse, elle est plutôt évidente, c'est le licenciement économique. Lorsque l'entreprise est en forte difficulté financière, qu'elle n'a pas le choix de faire un licenciement économique, donc de supprimer certains emplois, après consultation bien sûr des instances représentatives du personnel, d'avoir mis en place un PSE, donc un plan de sauvegarde de l'emploi, elle peut rompre certains contrats pour motif de difficulté économique de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle le licenciement économique. Bon, la démission, c'est quand c'est le salarié qui part de lui-même. Le licenciement pour faute grave, c'est quand on a fait une faute grave ou très grave. Insuffisance professionnelle, c'est quand on n'arrive pas à atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. C'est le cas notamment des commerciaux. Et la rupture conventionnelle, c'est quand les deux parties, donc employeur d'un côté et salarié de l'autre, sont d'accord pour mettre fin au contrat. 7e question, quels sont les moyens mis à disposition des entreprises en cas de difficulté économique? Le report des échéances, le plan de redressement judiciaire, le plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de publication des comptes, le droit d'alerte des représentants du personnel, la procédure de conciliation ou l'effacement des dettes. Donc il y a plusieurs bonnes réponses à l'intérieur. Alors les bonnes réponses sont les suivantes. En cas de difficulté des entreprises, on peut mettre en place un plan de redressement judiciaire. On a l'obligation de publier ses comptes chaque année parce qu'on a aussi un commissaire aux comptes et ça permet de s'assurer de la bonne santé financière de l'entreprise et justement de mettre un point à l'honneur en cas de difficulté probable de l'entreprise. On va être averti par ce commissaire aux comptes. Il y a le droit d'alerte des instances représentatives du personnel qui va dire attention, vous prenez une décision mais elle n'est pas forcément en accord avec la situation économique actuelle de l'entreprise. Et il y a la procédure par exemple de conciliation où on va chercher à
créer une situation de conciliation avec par exemple ses fournisseurs, où on va avoir une personne qui va venir dans l'entreprise et qui va chercher à obtenir des délais de paiement des créances auprès de nos fournisseurs pour améliorer un petit peu notre trésorerie et subvenir à nos besoins de l'entreprise. 8e question, quels sont les droits fondamentaux du droit d'auteur? Le droit matrimonial, le droit patrimonial, le droit moral, le droit de concertation, le droit de publication ou le droit de reproduction. Donc parmi ces droits, il y a 2 droits qui définissent clairement le droit d'auteur. Alors on va regarder les bonnes réponses. Donc il y a le droit patrimonial et le droit moral. Le droit patrimonial, ça correspond à la rémunération du créateur qui va toucher donc, des royalties notamment sur la vente, l'exploitation de ses œuvres. Donc ça peut être des œuvres cinématographiques, littéraires, culturelles, enfin il y a plein de types d'œuvres qui sont concernées par le droit d'auteur. Et il y a le droit moral, donc c'est la conservation de l'intégrité de l'œuvre avec un droit de regard sur les reproductions, donc qui s'étend après 70 ans après la mort de la personne, ou en cas de reprise d'un élément ou de l'ensemble de l'œuvre, la famille, ou en tout cas les ayants droit, ont un droit de regard sur ce qui a été produit et ils peuvent mettre leur veto sur la publication de l'œuvre recomposée par une autre personne. Donc c'est ce qu'on appelle le droit moral, respecter l'intégrité de l'œuvre. 9e question, quelles sont les problématiques juridiques probables qui sont liées à l'utilisation des nouvelles technologies au travail? L'usage privé des NTIC pendant le temps de travail, l'usage des NTIC pour faire son travail, le télétravail, l'utilisation de la vidéosurveillance pour surveiller les salariés ou la communication de données personnelles. Donc il y a plusieurs problématiques juridiques qui peuvent se poser à cause d'une mauvaise utilisation des NTIC. À vous de choisir les bonnes. Il peut avoir des problèmes juridiques dans le cadre des NTIC parce que le salarié peut en faire un usage privé pendant son temps de travail, utiliser les ordinateurs de l'entreprise, même l'imprimante, et puis s'en servir à utilisation personnelle. Donc ça peut être une situation juridique que vous pouvez avoir. Donc dans ce cas-là, le salarié est bien sûr en tort. L'utilisation de la vidéosurveillance pour surveiller les salariés. Normalement, la vidéosurveillance, c'est pour protéger les biens et les personnes, pas pour surveiller le travail des personnes. Il y a des lieux dans l'entreprise qui sont interdits à la vidéosurveillance, comme les toilettes et bien sûr les vestiaires. Donc ça peut être des situations juridiques que vous pourriez avoir à résoudre. Et la communication des données personnelles à l'insu des personnes, ça c'est la protection des données personnelles, la loi RGPD et tout ce qui va avec, donc qui pourrait se présenter à vous en souci juridique. Donc pensez à réviser ces cours sur le droit d'auteur, sur l'apparition des nouvelles technologies. C'est super important parce qu'il peut y avoir plein de soucis juridiques avec ça. Et dernière question de cette vidéo, quelles affirmations sont vraies pour le délai de rétractation? Il est de 14 jours sur Internet en justifiant les raisons du retour. Les frais sont à la charge de l'acheteur. Ils concernent tous les produits quel que soit le secteur. Ils doivent être mentionnés dans les CGV. Ils ne concernent que les clients insatisfaits. Alors les bonnes réponses sont les suivantes. Les frais sont à la charge de l'acheteur, ça c'est vrai. Alors bien sûr le vendeur peut les offrir, hein, ça serait du coup un gain en satisfaction client. Mais dans la loi, c'est à l'acheteur de régler les frais de retour. Ensuite, ils doivent être mentionnés bien sûr dans les CGV. Alors dans les autres propositions de réponse, donc il est de 14 jours sur Internet. Alors oui, c'est le cas, il est de 14 jours sur Internet. Par contre, il n'a pas besoin de justifier la raison de son retour. Et est-ce qu'il concerne tous les produits? Alors non, il ne concerne pas tous les produits. Il concerne les produits physiques principalement. Les produits digitaux sont rarement soumis à ce droit-là de rétractation. Quand vous allez télécharger du contenu sur Internet que vous avez acheté ou quand vous allez commander un certain service qui a déjà débuté, on ne va pas vous rembourser. Parce qu'une partie du service ou une partie du produit a déjà été téléchargée et utilisée. Donc les délais de rétractation ne concernent pas tous les produits. Ils ne concernent que les clients insatisfaits, c'est faux puisque, comme on l'a dit auparavant, on n'est pas obligé de justifier les raisons du retour. On peut juste avoir un changement d'avis. On ne voulait pas finalement. C'est pas forcément parce qu'on est insatisfait, donc on le retourne. C'est pour ça que je ne l'ai pas coché. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un quiz de révision sur la culture juridique.
N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne les autres quiz de révision et les autres vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!